Bonjour à tous, vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies et l'économie. Euh, donc si on commence par Bitcoin, euh, c'est un endroit intéressant, ici en daily, avec un support qui est pour l'instant trouvé sur les 40 000 $. On le voit ici avec le nuage Ichimoku. On voit aussi qu'il y a un TD Sequential, Tom de Mark Sequential 9 ici, qui indique peut-être la fin de la tendance baissière sur le daily ici. Ici en fait on a la moyenne à 600 jours, qui fait un joli support pour le moment, mais on reste sous la moyenne à 200 jours ici, et également sous les moyennes plus courtes ici. Même si on a eu un premier croisement avec la plus courte ici, qu'on n'avait pas eu depuis un moment, enfin ça avait croisé baissier ici, et là c'est un peu en train de se battre, savoir ce que ça va donner. On a aussi une jolie contraction ici du volume. Donc en fait ça compresse et ça pourrait annoncer pardon, une sortie prochaine de la zone et de la volatilité prochaine. Voilà, sur le RSI, on a potentiellement de la divergence haussière. D'ailleurs, elle est confirmée que cette clôture-là, une divergence haussière cachée, avec le prix qui fait pardon, un plus haut bas, et le RSI qui fait un plus bas bas. Une divergence haussière cachée qui laisse penser qu'on pourrait avoir une continuation de la tendance haussière sur le journalier. Voilà, stochastique qui est bien bas aussi. Et voilà, le nuage Ichimoku qui pourrait, qui indique qu'on peut peut-être consolider de manière haussière ici, jusqu'aux 45 000, la zone des 45 000, 44 500 va être importante, c'est effectivement la moyenne à 200 jours ici. Donc ça, et puis plus généralement, peut-être la zone entre voilà, 44 000, 47 000 est vraiment clé pour envisager une continuation, enfin un retournement haussier. Il faudra casser cette zone de 44 500. C'est une zone d'ailleurs qui, voilà, qui est aussi ici là sur la zone de retracement. Donc la réaction à ce niveau-là sera vraiment déterminante pour le long terme de Bitcoin, pour la tendance long terme de Bitcoin. Car on est effectivement à un moment clé, long terme, pour la tendance long terme. Alors, on a aussi une contraction du volume là sur le weekly depuis plus d'1 an, en tout cas sur cet exchange, Kraken. Est-ce que c'est la même chose, voilà, sur les autres aussi, Coinbase. En fait, alors je vais retrouver l'exchange quel j'étais, voilà. Donc on est pareil, on a fait là, Ichimoku nous indique qu'on est sur un support, dans une consolidation haussière. On a quand même les moyennes là qui sont croisées à la baisse. Après on est sur des supports de moyenne aussi, donc bon, ça indique un peu la même chose là, Ichimoku et les moyennes, c'est normal. On a par contre ici un cross baissier du nuage. Juillet 2022. Donc attention, sachant que la dernière fois qu'on a eu un cross baissier, bon c'était ici, je vais pas trop le voir là. Oui, c'était là. Et puis finalement, bah, c'était de courte durée.
s'était envolé par la suite. Donc ça lag un peu, ou ça devance un peu. Hein. Par contre, on avait eu celui-ci, après une forte montée, qui avait un peu précédé la capitulation. D'ailleurs, on est au niveau des moyennes, dans une configuration assez similaire, avec... ça, c'est les moyennes 100 semaines, je crois. Voilà, les moyennes un peu plus longues qui sont plates. On trouve support dessus, on a les moyennes plus courtes qui plongent. On trouve résistance sur ces moyennes un peu plus courtes, pardon. Avant une capitulation, et où ça va chercher la moyenne à 200 semaines, mais un peu plus bas, qui se trouve actuellement à 26 000. 20 000. Donc la question que je voulais adresser dans cette vidéo, c'est un peu les probabilités qu'on ait où est-ce qu'on se situe en fait, parce que est-ce qu'on va aller vers une capitulation comme ça dans les prochains mois, prochaines semaines, ou est-ce qu'au contraire on va maintenir ici et entamer une montée, parce que ce qu'il y a de paradoxal un peu, étrange un peu sur ce cycle en fait, c'est qu'on n'a pas eu vraiment de parabolique haussière en mode full euphorie. En fait, on a eu une première jambe haussière ici, qui correspond un peu à ce qu'on avait eu par là, par exemple. On avait dépassé le précédent all-time high. Voilà, on avait de 1000 à 5000, donc x5. Là, on fait de 20 à 60, donc x3, on dépasse. Mais on n'a pas eu cette phase ici, là, j'ai l'impression. Et en fait, on consolide, pour moi, un peu à ce premier étage. Après, on n'a pas du tout l'obligation de faire la deuxième phase parabolique comme ça. Mais c'est un peu comme si on avait eu... je sais pas, on a eu ça pour l'instant, j'ai l'impression. Pas du tout, on a eu ça. Ça, et un peu ça. J'ai l'impression. Vous voyez que c'est sur les mêmes niveaux. On a cette première phase de montée, bam bam, et puis là on a boum, réaccumulation ici, boum, réaccumulation ici. J'ai l'impression que ça correspond à ça. Mais, il nous manque ça. Alors, est-ce que... on va quand même aller ici. Voilà, c'est un peu la question que je veux adresser aujourd'hui. On va regarder plusieurs éléments macro par la suite. Sur le court terme, donc là, on l'a vu, divergence haussière standard possible. Mais attention aussi, parce que en fait, ça peut aller, enfin, on peut aussi faire, on peut aussi aller chercher un peu plus bas sur une petite capitulation pour faire de la divergence haussière standard. Par exemple, si le RSI fait ça, vous voyez, il vient au-dessus de ça, ici, donc le prix venait à faire ça. Les 34 000, bon, ça paraît peut-être un peu trop. Je sais pas si c'est possible. On va pouvoir le calculer un peu, mais vous voyez que par exemple ici, il y a eu une chute de 10%, et le RSI est passé de 32 à 20. La tendance baissière était quand même assez forte depuis un certain temps. Là aussi, on est actuellement ici à 41. Donc, si on a une chute de 10% ici,
Voilà, ça nous mène exactement à peu près à ce niveau, quoi, 35. Et ça pourrait faire la divergence de RSI sûrement. On a quand même 20 points de RSI à aller chercher potentiellement. Donc c'est pas impossible. C'est 35 000. Sachant que voilà, ça ferait encore un test un peu de cette zone, de cette moyenne. On pourrait faire aussi peut-être de la divergence haussière standard. Si je sais pas, on vient clôturer une semaine ici, à 35 000, que le RSI se trouve au-dessus des 37 sur le weekly. On va voir si c'est possible aussi. Par exemple, là on est passé d'un RSI 43 à 37, donc 5 points, 6 points, sur une chute de 15%. Donc là le RSI est un peu plus haut, 45, donc si on enlève 7 points, ça nous ferait du 38, donc ça nous ferait un peu au-dessus de ça. Et si on enlève 15%, voilà, ça nous fait du 33. Donc là on aurait une divergence de RSI standard. C'est un peu la même idée que sur le daily que je viens d'expliquer. Dans le prix qui pourrait faire ça par exemple. Et le RSI qui lui viendrait ici mais resterait et du coup là on aurait hop, comme ça une belle divergence haussière standard sur le RSI, sachant que on est allé nettoyer la zone, on est allé tester l'offre au-dessus de 42 000, au-dessus de 42 500. On a trouvé de l'offre, hein, ça a vendu. Donc on sait qu'il y a potentiellement des acheteurs ici. On a peut-être épuisé une partie, mais on sait qu'il y en a ici. La question c'est un peu maintenant, c'est est-ce qu'on a de la demande sous 36 000? Donc là on a vu que oui, on l'a eu. Là on avait vu aussi l'offre ici. On pourrait venir vraiment ici quoi. Tester ça, voir si il y a toujours de la demande ici. Voilà, que ceux qui veulent ceux qui veulent vendre ici et encore ici, là ils avaient vraiment une belle opportunité de vendre vraiment toute leur offre, toute leur supply et voir si on a encore des acheteurs ici. Donc un peu voilà, une déviation au-dessus, une déviation au-dessus qui ferait une belle divergence haussière standard, sachant que on a ici voilà une divergence haussière cachée. Vous voyez que le prix fait des plus hauts bas par rapport à ici, et le RSI fait des plus bas bas par rapport à ici. Donc ça indique une continuation de la tendance haussière weekly, qui d'ailleurs a été confirmée avec la tendance haussière weekly qui s'est enclenchée ici. Vous voyez qu'on a un plus haut bas, des plus hauts hauts et un plus haut bas. Donc pour ça, oui, pour cette zone-là, par rapport à ça, un peu plus long terme, mais juste dans cette zone-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et c'est l'idée. Parce que d'ailleurs, et c'est ça qui a aussi qui a été un signal,
c'est qu'ici on a eu de la divergence baissière cachée, avec le prix qui fait un plus bas sommet, plus bas haut, un plus bas sommet, par rapport à ici, et le RSI qui fait un plus haut haut, un plus haut sommet par rapport à ici. Donc ça, par rapport à là, ça indique une continuation de la tendance baissière. Donc ça fait vraiment penser à du coup aller faire des plus bas, ici, sous 36 000. Donc c'est un peu comment dire, le marécage, les sables mouvants, ou pas forcément les sables mouvants, mais un peu la jungle, quoi. C'est-à-dire qu'on est d'un côté, on a ça qui pousse un peu plus long terme en mode, ok, si on maintient ça, si on maintient 31 en clôture, et bah, on est sur une continuation de la tendance haussière, potentiellement, parce qu'on a une belle divergence, c'est le signal que donne le RSI. Je vais l'indiquer en vert. 31 700. Peut-être en rouge. Par contre, voilà. C'est un peu cette zone qui est vraiment clé. Tac. Voilà. Ça va. Tac. Voilà. Là, si on arrive à avoir des achats ici, là, entre 30 et 36 000, là c'est golden. Là c'est golden. Il faut y avoir quelque chose un peu comme ça. Voilà. Ça là. Voilà, si ça joue, ça sera bon. Et bien sûr, il faut que ça tienne, parce que comme on l'a vu, si on veut pas aller chercher les 25 000, il faut que cette zone tienne. Si on regarde par rapport à du coup la comparaison qu'on a fait avec certains indicateurs et par rapport à ici, est-ce qu'on avait quelque chose qui pouvait nous laisser penser à des divergences, des choses comme ça sur le weekly par rapport à une zone comme ça? On voit pas forcément, on voit que non, la zone était quand même différente au niveau du prix, techniquement, là c'était... On n'avait pas trouvé encore un premier support comparé ici, on a eu quand même un gros support là qui a été fait et de la demande. Enfin en tout cas une tendance haussière, après ça peut être alimenté par des gamma squeeze, des choses comme ça un peu qu'il y a eu cet été, sur les options, sur les marchés dérivés. Est-ce qu'on avait... Peut-être qu'on en avait ici... Mais vous voyez que c'est du... Ah, c'est pas la même force, hein. C'est peut-être sûrement qu'il y en a, mais on a 43,69, 43,91, 43,63. Donc oui, là on en avait. On avait de la divergence haussière standard. Comme ça.
Et voilà, c'est 43,69, 43,63, oui. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais c'est ridicule, quoi. C'est 0,7, 0,6, et un écart de prix de... Voilà, rien du tout, quoi. De 300 $, donc ça a joué un peu, quoi. On a eu une remontée, mais ça a été rejeté tout de suite, et derrière... voilà, derrière la capitulation. Là, aujourd'hui... c'est un peu plus substantiel, j'ai l'impression. On est... je sais pas, j'ai l'impression que les amplitudes sont un peu plus, sont plus importantes. Pas forcément sur la standard ici qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que la zone en fait des 45 elle est importante parce que c'est possible qu'on ait la standard qui joue. Vous voyez, si on vient ici, on trouve un rebond à 45. Voilà, la divergence elle aura joué pour cette zone sûrement. Mais là où c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est qu'on a la divergence baissière cachée ici qui est bon, peut-être un peu loin, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on avait pas du tout ici. Absolument pas là. Je crois. Hein. Peut-être parce que non, vous voyez qu'ici on fait un plus haut, mais le RSI est plus haut, donc on l'avait pas ici. Ça c'est la grosse différence. Donc ça c'est quand même un argument pour dire que qu'on va pas capituler comme ça. Par contre, c'est un argument en faveur de ces zones-là. De ça, et après de la continuation aussi. Et par rapport à des éléments un peu... Enfin, je sais pas comment on peut appliquer ça, de nouvelles ou de qualitatifs, j'en sais rien, mais là, cette capitulation, c'était la fork entre Bitcoin et Bitcoin Cash, ici. Donc c'était une belle opportunité pour les mineurs de doubler leur argent quasiment, et pour le marché hein, globalement aussi, hein, parce que vous receviez une deuxième coin pour tous vos bitcoins. Et on voit en fait, ça a créé aussi ce mouvement un peu particulier de dump. C'était un long squeeze ici. Tout le monde était long. On va voir ici, je pense. Bon, bah c'était là, mais on voit pas forcément beaucoup en fait. Et je retrouve le graphique. Voilà. Et ensuite, ça a fait ce mouvement aussi inverse, quoi. Short squeeze et bam. Mais au final, en fait, on était, c'était flat, quoi. Vous voyez, on a ça en dessous des moyennes, ça au-dessus des moyennes, et puis finalement on s'est retrouvé là. Et là, c'était le dump Covid, mais la moyenne de ça, c'est neutre, quoi. Euh, donc, on est déjà ici, quoi. Donc, si on n'a pas de gros mouvements de capitulation, on n'aurait pas genre un truc comme ça. On aurait peut-être quelque chose de plus plat, c'est ce qu'on a actuellement. Voilà pour ça, je crois. Si on regarde un peu plus court terme, on va revenir sur le long terme par rapport à des éléments macro que je vais regarder après. Le court terme aussi, c'est intéressant aussi. En fait, donc là, on a eu de la divergence baissière cachée, le prix qui fait un plus bas sommet par rapport à ici, là, tac. Et le RSI qui était au même niveau et même un peu plus haut. Une divergence baissière cachée avec
le stock qui a tourné ici, la stochastique. Et puis bam, ça fait ça. On a eu aussi de la divergence standard ici haussière, avec la clôture en dessous, du prix ici, et le RSI au-dessus. Bam, ça crée ce mouvement. Donc on est pareil, dans une jungle de divergence et dans un jeu de ping-pong un peu. Bon, sur le daily, on a vu une divergence cachée haussière ici et ici, mais potentiel de faire de la divergence standard, si on vient clôturer un daily sous les 35 000, voilà, on a tout cet espace à venir remplir sur les RSI potentiellement. Donc attention. Comme on a vu sur le weekly, il y a l'espace aussi. Le 1 heure aussi, intéressant en ce moment. Vous voyez, donc on a retrouvé la divergence haussière standard ici. La divergence baissière cachée ici. Là. Puis là aussi, c'était une divergence exagérée, c'est-à-dire que c'était plat, le RSI. Et ici, en fait, on est en train de recréer de la divergence baissière cachée. Là. Bon, désolé, j'aurais dû mettre... je vais mettre visibility. Tac, tac, tac. Voilà. Le RSI est au même niveau, même un peu plus haut qu'ici. Et le prix qui est bien plus bas. Ici, on a un grosse mèche, là, gros rejet. Un doji sur le 1 heure. Donc, ça pue un peu. Sachant que c'est aussi... Voilà. La zone de résistance, de retracement. Donc, pardon. Et puis pareil, du potentiel là pour venir faire de la divergence haussière standard avec un RSI qui pourrait venir là. Et un prix qui pourrait venir clôturer sous les 40 000. Voilà, donc après si on est un peu plus bas, ce sera la même chose avec des divergences standards ici, into divergence cachée. Donc là, il y a un peu de signal d'un petit local top. Il faut voir où ça va mener. Avec le downside potentiel expliqué là sur le weekly, attention. Attention, là on peut regarder sur un mouvement peut-être. Hein. Ça va prendre un peu de temps, mais attention à cette semaine qui vient sur avril. Un petit moins 20% n'est pas à exclure. Après, je pense que ça va remonter. Il y a des éléments qui me font dire que ça va remonter, au niveau des options notamment. Voilà. On va aller regarder ça, les options. Un petit tour sur l'order book. Beaucoup d'ordres ici. Jusqu'à 38 000. Des ordres aussi à 42 000. Donc un petit jeu de ping-pong, mais pas mal d'ordres ici en bas. Bon, c'est peut-être un peu mon biais qui parle par rapport à ce que j'expliquais, mais on a eu tendance quand même à remplir hein, tous ces ordres qui étaient en bas et plutôt à pas trop tester ces zones. En tout cas, c'est vendu assez rapidement. Je sais pas si on a aussi un truc peut-être. Je sais pas si. C'est un peu bizarre, mais.
Là, on avait comme un... Voilà. Un triangle symétrique. On est venu casser ici. Rejet ici. Là, on vient le retester. Et attention. Voilà. Si ça tient pas là, 40 000, c'est la cave, hein, comme j'aime bien dire. Hein. C'est direction le sous-sol qui donne les 30 000. Ça paraît beaucoup ici, mais c'est possible, hein, c'est notre zone. Hein. Plus ou moins. Hein. Ici, c'est notre zone. Hein. Donc là, on a même une figure Actis qui le montre un peu. Un peu comme ça. Et en fait, Bitcoin aime beaucoup, puis le marché en général. Hein. Enfin, c'est même pas ça, parce que... En fait, déjà, c'est un triangle symétrique. Je sais pas si j'ai dessiné. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est... en principe, hein, enfin, statistiquement, la plupart du temps, c'est une formule... Enfin, c'est une figure de continuation de la tendance. La tendance qui est baissière, hein, bien sûr. Et ce que je disais, les marchés, souvent les... Voilà. Parce que c'est aussi ça, générer la liquidité, hein, et dérisquer pour les market makers, bah, ça peut faire ça. Fake out, feinte. Et puis boum. Pourquoi? Parce que c'est assez simple de voir que, en fait, là, bah, y a des gens qui ont shorté ici. Vous voyez que c'est un peu comme ici, quoi. On a un peu un... Bon, là, c'était plus un biseau, mais... Un biseau ascendant qui... Mais, bref, il y a des gens qui ont vendu ici, shorté ici, shorté ici, shorté ici, shorté ici, shorté ici. Et du coup, ça fait beaucoup de monde qui est short, quoi. Et les exchanges, les market makers, ils peuvent pas... Enfin, tout le monde ne peut pas gagner, quoi. Ils ont trop de, ils ont trop de sous à payer après. Donc c'est assez facile, avec un peu d'argent, de short squeeze, tout ça, que tous les stops soient touchés. Ce qui permet aussi de remplir les shorts des mecs. Hein. Et voilà, qu'il n'y ait pas autant de monde de short et pas autant de monde à payer si ça tombe. Donc on a clear beaucoup de shorts ici, donc il en reste pas beaucoup. Pas beaucoup de monde qui a shorté ici, hein. Un peu comme là. Donc on est un peu dans cette même config aussi. Hein. Voilà, on clear tous les shorts de manière encore plus importante. Hein. Ça a mené à quoi? Top to bottom, bon, 30%. 30%. Enfin, pardon. 35%, mais, je sais pas si on... 30 top to bottom, voilà, pareil, hein. 37, un peu plus. Donc, attention à cette semaine. Attention à cette semaine, vraiment. Et donc, justement, en parlant de dérivés, etc., on a l'open interest, donc la quantité de contrats ouverts sur les futurs. On voit qu'on est à plus de 10 milliards, qui est historiquement assez haut. Là, au top, à 65 000, on était quasiment à 20 milliards.
mais on se maintient dans une zone vers les 12, 13 milliards, 14 milliards, depuis Noël dernier. Noël, tac, voilà, c'était là. Et donc on a un peu une divergence aussi d'Open Interest où en fait on est quand même bien plus bas sur le niveau de prix, hein, on est 20% en dessous, 10 000 $ en dessous. Et par contre sur l'Open Interest on est quasiment au même niveau, quoi. Il me met pas les chiffres là, faut que je missionne. Un peu Open Interest, est-ce qu'il va m'additionner lui? J'aime bien avoir les éléments chiffrés. Ah bah non, mais pas de graphe là. Ah si. iPad. Il va mettre le total, voilà. Du coup, si on regarde un peu... Voilà, donc là on a eu le top en novembre, les 65 000. Avec le prix, là on est à 40 000. Et en total Open Interest sur les contrats futurs, on est à 17,5 milliards de dollars. Et on a même plus d'Open Interest, ou c'est à peu près la même chose en fait, quand le prix était 47 000, 50 000. Voilà. Le prix 50 000 $, même montant d'Open Interest. Donc ça c'est pas ouf, quoi. Ça veut dire que voilà, le prix chute, donc ça vend du spot, et le marché est toujours autant leveragé. Ça c'est pas ouf. Est-ce qu'on a donc d'autres éléments sur les dérivés? Le taux de funding qui est positif, notamment sur Binance, hein. Je sais pas pourquoi il ne met pas les autres, mais enfin 0,01, donc c'est un peu le minimum positif. Donc c'est pas gros, mais la tendance est quand même toujours baissière. Et le funding est positif. Pour vraiment entamer une montée, il faudrait que les gens soient massivement short. Ce qui serait montré par... Enfin, qui market plus short, ce qui serait montré par un funding négatif. Là, les gens market plus long encore, j'ai l'impression, globalement. Ou voilà, c'est à peu près équilibré, quoi, on va dire. Vu que c'est 0,1, c'est le minimum. Là, c'est pondéré avec l'Open Interest. Pareil, c'est une forme de divergence aussi, là. On voit que on est 2000 $ plus bas, quasiment. Et au niveau du funding pondéré, on est au même niveau. Donc ça, c'est... Attention, ça c'est pareil, c'est un peu... Ouais, là on le voit assez bien, le funding pondéré est même est sur des niveaux quasiment de quand on était à 43 000 $. Si on regarde un peu plus loin... Bon, là... Voilà. On n'avait pas un funding de fou non plus ici, hein, ça a pu chuter de 40%. Ah oui, bon, là, ce qui montre que ça converge encore, mais... Ça, c'est sur les options. En fait, plusieurs points.
On voit qu'on a beaucoup d'open interest, strike à 60 000, 50 000 pour des calls, des options d'achat. Beaucoup de puts, d'options de vente à partir de 40 000. Et quand même des calls aussi à 40 000. Donc ça définit un peu notre range un peu macro, quoi. 60 000, enfin, plusieurs niveaux, quoi. 50 000, 60 000, et en bas à partir de 40 000. Et là, ce qui est dangereux, en fait, c'est que, je sais pas si vous le savez, mais généralement, les traders vendent des calls pour prendre profit. Ils vendent des options d'achat, ils captent la prime de l'option d'achat, ce qui leur permet de prendre profit sur les hauteurs, pour une partie en tout cas de leur Bitcoin. Et la vente des calls en fait est couverte par le fait qu'ils ont du Bitcoin. C'est-à-dire que si le prix monte au-dessus de 50 000, qu'ils ont vendu un call à 50 000, pour un prix d'exercice de 50 000, ils vont perdre de l'argent sur leur call, parce que leur call c'est ça, ils vont être obligés de vendre à 50 000, donc ils vont perdre la différence. Est-ce que c'est vrai ça? Je crois oui. Ouais, mais ça va être compensé par le fait qu'ils ont du Bitcoin en actif, donc voilà, ils sont couverts d'une certaine façon. Et généralement, les traders, ils achètent des options de vente, parce qu'ils veulent se couvrir de la baisse, parce que justement, ils ont du capital en Bitcoin, et donc, ils veulent se couvrir de la baisse. Et ça veut dire que, corrélativement, inversement, les market makers, ceux qui proposent ces contrats, en tout cas, la contrepartie de ces positions de traders, c'est-à-dire qu'ils sont à l'achat sur les options d'achat, donc exposés ici à la hausse, et à la vente sur ces contrats sur ces options de vente, globalement, vu la position des traders. Du coup, la dynamique que ça crée, en fait, c'est que les market makers, de principe, en fait, ils ont une exposition au marché qui est nulle, c'est-à-dire que ils sont pas exposés ou les professionnels, de manière générale, à la hausse, à la baisse. Ils n'essayent pas de deviner la hausse ou la baisse du marché. Ils ont des stratégies delta neutrales, c'est-à-dire qu'ils sont exposés, ils n'ont pas d'exposition directionnelle au marché, donc ils ne gagnent pas d'argent que ça monte ou que ça descende. Comment ils font de l'argent? Ils font de l'argent notamment en captant le spread, c'est-à-dire qu'ils offrent des prix limites, ils ne rentrent pas au marché, mais c'est eux qui proposent les ordres qu'on voit ici. Tac, 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 tac. Et ils captent la différence. Quand la personne vient et achète au marché, bah, il y a une petite différence. Et si le market maker revend dans un ordre limite aussi, bah, et sur du volume, bah, il capte cette différence en gros. Après, il peut aussi trader la volatilité aussi. Du coup, voilà, pour rester neutre, les market makers doivent réaliser des opérations sur le marché pour gérer leur exposition. Et dans le cas d'un actif qui monte par rapport, par exemple, à, si admettons, voilà, il y a beaucoup de traders qui ont vendu des calls à 50 000, du coup, il y a beaucoup de market makers qui ont acheté ces calls, qui sont longues de ces calls à 50 000, c'est-à-dire que le delta des market makers et le gamma, qui est l'accélération du delta. Le delta, c'est le changement du prix de l'option pour une montée d'$1 sur le sous-jacent. Donc pour chaque dollar qui monte, le delta de l'option va augmenter, le gamma aussi, généralement, je crois. Mais globalement, ça veut dire que, en gros, non, le delta, c'est le changement, c'est le prix de l'option qui va augmenter, oui. C'est le changement du delta, ça mesure l'augmentation du prix de l'option pour une montée d'$1 sur le sous-jacent. Donc, les market makers qui sont longues de ces options d'achat, au-dessus de 50 000, si le prix va au-dessus de 50 000, les options d'achat vont gagner en valeur. Et ça va, quelque part, je crois,
augmenter leur exposition au marché. Plus le marché va monter, plus ils vont être exposés à la hausse. Et c'est pas le but des market makers, le but c'est d'être neutre en fait. Du coup, ils vont vendre le sous-jacent, donc Bitcoin Spot, pour remettre leur exposition neutre, notamment par les futurs. Donc ils vont mettre beaucoup d'ordres de vente de futurs ici, pour empêcher que le prix aille au-dessus de 50 000 et que leur exposition au marché augmente. Ça, c'est dans le cas de la hausse. Dans le cas de la baisse, c'est un peu l'inverse, et du coup, l'effet est inverse. On a vu que les gens achètent des puts, et les market makers les vendent, du coup. Donc, si le prix descend, les market makers vont gagner de l'argent sur les puts, mais en fait, l'effet que ça va avoir, c'est que leur delta va augmenter, leur exposition au marché va augmenter aussi de la même façon. Parce qu'ils gagnent de l'argent en fait dans la descente, vu leur position sur les puts. Donc leur delta augmente. Et du coup, pour compenser cette augmentation de leur exposition, et ben là, ils doivent vendre du spot. Donc ils vendent dans la descente. Et c'est ce qui conduit à des mouvements brusques de capitulation et à ce que les market makers accélèrent le mouvement dans la descente. Et donc ça, c'est des effets qui sont assez dangereux. C'est un peu ce qu'on a eu ici. Là. On a eu 2 fois. Sous les... Même un peu plus. En fait, sous les 40 000 un peu, on voit que ça accélère. Boum. 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 Ça va être beaucoup plus volatile en fait, parce que ça marche aussi dans la montée. C'est qu'ils vont devoir, les market makers en fait, vont devoir aller dans le sens de la montée, en gros. Là, vous voyez, bam, bam. Et vu que ça commence à être à partir de 40 000, bon, c'est vraiment 35 000, même vraiment 30 000 aussi, parce qu'on a quand même ces calls qui vont contrebalancer ça. Mais voilà, donc c'est un peu le 40 000, c'est le point pivot, quoi. Et ça peut accélérer en dessous. Après, on a quand même beaucoup de calls ici qui vont faire l'effet inverse, du coup. Donc c'est aussi ce qui explique que autour de 40 000, c'est très choppy en fait. C'est genre bam, ça accélère, puis ça remonte, et puis après c'est très contraint. En fait, c'est vraiment, on pourrait presque le voir, je pense comme ça. En fait, au-dessus de 40 000, c'est très choppy, ça monte, ça descend, parce que du coup les market makers vont dans le sens opposé de la tendance. Puis en dessous de 40 000, ça accélère un peu. En fait, on voit, on peut le voir ici. En fait, c'est le GEX que je vous expliquais, c'est l'exposition des gamma, enfin l'exposition des market makers au gamma, qui est l'augmentation de leur delta pour un mouvement de delta. Et voilà, c'est les GEX en rouge en fait, et on voit que quand le prix passe sous les 40 000, il devient négatif. Et c'est quand il devient négatif, le GEX, que les mouvements sont accélérés. Par contre, quand il est positif, les mouvements sont contrebalancés par la market maker. Donc au-dessus de 40 000, plus on monte en fait, et plus ça a de chance de range et de chop et de rien faire. Et plus on descend, et plus ça a de chance d'accélérer. C'est ça la situation. Et en fait, on voit par rapport à l'exposition, gamma exposition en fonction du prix d'exercice des options,
Voilà, on voit que le pivot c'est 40 000. À partir de 40 000 et en dessous, le gamma devient négatif globalement. Pas beaucoup non plus, mais il devient négatif des market makers. Donc en dessous de 40 000, les market makers vont dans le sens du mouvement. Donc si ça chute, ils vendent. Si ça remonte, ils rachètent. Donc ça fait penser à un mouvement. Et d'ailleurs, c'était ça aussi ici. Hein. C'était la même situation. Voilà, ça fait penser à comme ces wicks là, ces mèches là, c'est dû à ça. Boum, ça accélère. Et puis dès que ça remonte un peu, dès que ça replie à la hausse, bam, ça rachète parce que les market makers sont dans cette exposition là au marché. Là, et donc ça peut faire penser à une nouvelle mèche peut-être, qui ferait entrer des divergences, des choses qu'on a vues. Et on voit que, en fait, au-dessus de 40 000, bah, l'exposition des market makers au gamma, elle est globalement positive, et donc, du coup, ça limite les mouvements, parce qu'il contrebalance les mouvements, donc en fait, à chaque fois, voilà, chaque fois qu'on monte, bam, c'est vendu, bam, c'est vendu, bam, c'est vendu, donc ça, en fait, au-dessus de 40 000, on est un peu dans une range, malheureusement, et en dessous de 40 000, on a des potentiels pour des mouvements d'accélération en dessous et peut-être des remontées. Et en fait, jusqu'à quand ça va durer ça? Bah, c'est possible que ça dure jusqu'à juin, quoi. Parce qu'on a un gros open interest ici. Donc voilà. Dernière chose, voilà, petite chose intéressante sur cette troisième semaine aussi. On a eu, dans les 24 heures, plus de 2400 BTC achetés d'options de vente pour un volume de 2400 Bitcoin échangés pour une échéance au 22 avril, donc vendredi prochain, à 40 000. Donc ça fait du 2000, c'est solide, quoi. Je sais pas combien elle est l'option aujourd'hui. Le prix a dû beaucoup changer. Est-ce qu'on le voit là? C'est ça, mark price 0,02 9, c'est ça 1000 ça fait 2 millions, pardon, je suis un peu... Ouais, ça fait pour 2 millions, quoi. Donc on a 2 millions de dollars d'options de vente, prix 640 000 pour cette semaine qui ont été échangés dans les dernières 24 heures. Donc ça, c'est que, voilà, il y a quelqu'un qui a acheté ou en tout cas des personnes qui ont acheté pour 2 millions de dollars. 2 millions de dollars d'options de vente à 40 000 pour la semaine prochaine. Et vu le tableau que je dessine depuis tout à l'heure en niveau technique, c'est possible que ça arrive la semaine prochaine, cette petite capitulation. Ici, là. Voilà un peu pour les dérivés, le court terme, le truc. Et maintenant, la grande question, est-ce que si on fait ça, peut-être, on sait pas. Je vais peut-être charger mon truc, désolé. Voilà. Du coup, potentiel pour cette semaine à venir là, d'avoir une micro-capitulation. Après la question c'est est-ce qu'on va turbo nuke de 50% encore pour aller vers la moyenne, machin, qu'on a vu vers 24 000. Et ça, voilà, on a vu les éléments techniques. Maintenant on va rentrer un peu dans la macroéconomie, ça sera la dernière partie, je pense. On va tout de suite le lier au Dixie, qui est donc l'indice du dollar, donc le dollar par rapport à d'autres devises, donc qui est généralement inversement corrélé à Bitcoin. Donc quand Dixie monte, Bitcoin descend. Voilà, c'est ce qu'on a depuis un certain temps déjà. Dixie qui monte, Bitcoin qui descend. Bon là, on est quand même sur des niveaux de résistance a priori, hein, 100 dollars pour le dollar index.
Voilà, on a peut-être de la divergence weekly standard qui se forme. Je sais pas si j'ai des trucs de dessiner, mais voilà. D'ailleurs, peut-être un biseau ascendant. Mais c'est sur le weekly, donc ça peut prendre du temps. Voilà, on a aussi belle configuration qu'on s'approche là aussi. Hein. Voilà, on a vu la divergence aussi ici. Donc ça torsade, on a un truc même intéressant. Pardon, même en termes de bougie là. On a une bougie bearish engulfing, avec ça fait un plus haut. Enfin, pas engulfing totalement, mais justement, c'est peut-être ça qui a un peu manqué. Mais une grosse vente ici, là. Et là, c'est un peu comme un doji, un doji haussier. Et on a vraiment clair toute la range, quoi. On a testé la supply, testé la demande, donc on a quand même trouvé de la demande. Mais ça me fait penser un peu à des trucs de distribution, ça, un peu. Oui, quand même, ça a bien vendu là. Ça revient un peu ici. Donc, au-dessus d'une range comme ça. Voilà, le signal, il sera vraiment ici, quoi, maintenant. 99, 600. Et puis, voilà, la grosse divergence baissière ici, sur le 4 heures. Donc, il y a des signes, hein, mais ça peut quand même prendre du temps. Voilà, peut-être remplir la zone, pour bien tester, ce genre de choses. Voilà, on est sur, c'est beau aussi, on est sur un 9 aussi. Un joli 9 là. En même temps que Bitcoin est sur un 9 aussi daily, donc et sur Weekly, voilà, un 7, donc encore 2 semaines, qui ferait fin du mois, c'est beau ça. Ouh que c'est beau ça. Est-ce qu'on avait un truc sur... Non. Mais le Weekly 9 là, il pourrait être beau là. Jusqu'à fin du mois. Avec danger sur la semaine prochaine. Donc ça c'est un peu Dixie. Maintenant c'est... voilà, comme vous le savez, la Fed au meeting du 15 mars, elle a augmenté ses taux d'intérêt directeurs, pour la première fois depuis un petit moment. Et la question maintenant, c'est lié tout ça à la macroéconomie. Voilà, si on regarde sur les S&P 500, bon, on est dans une correction. Il y a aussi une inflation du temps. Voilà, on est sur une correction en fait depuis le moment où les chiffres de l'inflation sont sortis et étaient élevés. On a eu, on a fait un plus haut ici par rapport à là, ok, mais on est donc ça c'est plutôt encourageant. De la demande ici, voilà, mais on a de la divergence baissière standard cachée pardon entre ici et ici, ce qui pourrait laisser penser à un peu comme Bitcoin en fait à retester les plus bas et peut-être même clôturer là-dessous par exemple ou là-dessous, mais je sais pas si on aura la place, par exemple par ici 42 000 admettons, pour faire de la divergence standard encore une fois, et peut-être une forme de espèce de gros W comme ça, et puis un épaule tête épaule inversée. Du coup peut-être en fait voilà, peut-être voilà, on devait aller 42 000, ça pourrait être... Mais, donc, un peu peut-être court terme, un peu de risque baissier. Long terme, en fait, on a quand même de la belle divergence cachée, hein, haussière ici. Hein. Mais là, le RSI qui fait un joli plus bas, et elle est puissante, elle est très très puissante celle-là. Elle est très importante.
l'indice qui est à plus de 1000 points au-dessus de ce point-là, et le RSI qui est 15 points en dessous, donc énorme divergence haussière cachée. La dernière fois qu'on a eu aussi importante, oh c'est intéressant, ça va être lié à ce que je disais, c'est peut-être c'est par rapport ici, ouais, 2015, hein. Un peu avec une situation aussi un peu similaire, un peu bas, premier dump, ça revient, et ça revient un peu plus bas. Ça pourrait le faire ici aussi, hein. Avec une belle divergence haussière cachée, standard pardon, de RSI ici, qu'on pourrait peut-être trouver dans les semaines à venir. Est-ce que c'est possible mathématiquement? Là, on a chuté de 4500, de 300 points, et le RSI est passé de 49,52, 37, donc de 12. Et là, on est à 46, 300 points, ça nous mène... Ouais, 300 points, ça nous fait clôturer en dessous, 4100. Et on a dit 12 points le RSI, moins 12, ça fera 34, et donc on serait en dessous. Après, ce qui peut-être que ça tombera moins au niveau du RSI, car on est moins tombé là récemment que là. Du coup, la moyenne, en fait, le RSI, qui est une forme de moyenne, va être tendance à être peut-être moins chuté. Donc ça peut jouer, et ça peut être fait un peu comme ça. Et après, voilà ce qui s'est passé, hein. Après, c'était Jean-Michel parabolique, là. Et donc ça pourrait jouer aussi sur le S&P 500. Ce qui est super intéressant, je crois, de voir ça techniquement par rapport à la macro et par rapport au taux d'intérêt et l'inflation. Et ce que je disais, c'est... Voilà. En 2014, merci Urban, Carmel, à la fin du quantitative easing, donc la fin du quantitative easing, on l'a eu en novembre 2021 cette fois-ci, qui a marqué le top sur les marchés, pour l'instant. On a eu la fin du quantitative easing, et ensuite, donc dans cette même zone que vous regardez, le S&P qui est quasiment doublé. Avec cette divergence cachée ici et standard. Vous voyez la même configuration qu'on a sur Bitcoin, du caché le plus loin et du standard peut-être plus court terme. Et l'augmentation des taux d'intérêt a commencé 1 an après la fin du QI. Donc, c'était où là, je crois. C'est dommage, j'ai pas 2015. Donc, on est fin 2014. Donc, fin 2015, boum, les taux augmentent. Et donc là, c'est la même chose, en fait. Sauf que c'est pas 1 an après, c'est 3 mois après qu'ils l'ont fait. 4-5 mois après, de novembre à mars. Et on a la même configuration technique. On a la même configuration macro. Enfin, politique monétaire. Et du coup, c'est encourageant, quoi. Parce que ce qui est... la question, c'est est-ce que l'augmentation des taux d'intérêt va faire chuter les marchés? On pouvait penser que oui, parce que ça réduit la liquidité, ça réduit le crédit. Alors oui, ça joue sur le marché de l'immobilier, parce que le crédit, du coup, les crédits sont plus chers, et du coup, les gens ont peut-être moins prêté, moins acheté de maison. Donc il y a peut-être le top sur le marché de l'immobilier qui a été fait avec l'augmentation des taux. Par contre,
sur les marchés liquides, type actions ou Bitcoin, bah non en fait, parce que au contraire, en fait, du coup, tout le monde va aller sur les et vu que en plus il y a de l'inflation, tout le monde va aller sur les actifs liquides, Bitcoin et les actions. Parce que c'est le seul truc qui est, on va pas acheter l'immobilier maintenant, à s'endetter à des taux qui vont, et du coup ça crée des paraboliques. Et si on regarde par rapport à la période Bitcoin 2016, bah je sais déjà, mais c'est là où elle commence la parabolique. Frérot, j'ai trop de... Donc 2015-2016, bah c'est là le bottom un peu. Et la parabolique, elle est ensuite, quoi. Attention, on juxtapose le... C'est là, là. Et boum. Donc après, ça a mis plus de temps. Je pense que ça mettra moins de temps cette fois-ci. Ça a mis 2 ans. Je pense que ça mettra moins de temps cette fois-ci. Parce que on a déjà été de la fin du QI en novembre à l'augmentation des taux d'intérêt, il y a eu 4 mois. Alors que la dernière fois, c'était 1 an. Donc, c'est divisé d'un tiers. Donc, enfin, c'est un tiers, quoi. Donc, ça ferait 8 mois, ça ferait fin d'année. Marel. Voilà, donc par rapport à donc on voit un peu les faits. Là, c'était des choses pour vous dire, par exemple, l'inflation qui est aujourd'hui de mois sur mois, je crois, ou d'année sur année, enfin, c'est 8%, je crois. C'était la période comme les années 70-80, où une inflation très importante, avec le moment où le président de la Fed à l'époque, Volcker, qui a augmenté les taux d'intérêt massivement pour juguler cette inflation. Et là, on voit un peu l'effet que ça fait, l'effet que ça a eu sur les prix. Là, c'est le moment où, fin des années 70, 79, où il augmente les taux d'intérêt. Bah bam, les marchés ont décollé ensuite. Après, en valeur réelle, c'est encore autre chose, hein, parce que du coup, oui, vous gagnez de l'argent, mais l'argent pas de la valeur, donc finalement, vous ne gagnez pas tant que ça. Ça je somme nul au final, hein. Mais bon, c'est amusant. Et puis, dans l'intervalle, ça permet de vivre aussi. Donc, voilà. Ça c'est un peu les performances des marchés dans les cycles d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, globalement, ça a tendance à monter. Ça, c'est tendance à corriger avant l'augmentation des taux d'intérêt. Et à partir de l'augmentation des taux d'intérêt, ça a tendance, voilà, à monter quand même assez bien. On est à 90, on finit à plus de 110 500 jours après. Après, voilà, le temps, ça dépend, etc. Ça peut être encore plus, etc. Mais ça a tendance à monter à partir de l'augmentation des taux d'intérêt. Ça, c'est la différence entre la rapidité de l'augmentation des taux avec le fait que quand ça augmente plus vite, les marchés performent moins, j'ai l'impression. Bon, à voir. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une augmentation plus rapide, en tout cas. Enfin, ça, c'est en mois. Bon, faut voir. Hein, faut voir. Et ça, c'est la différence des types d'actifs par rapport à l'augmentation des taux. Enfin, non, c'est plutôt par rapport à si on était avril-mai. Avril-mai, c'est vraiment le bottom sur les bonds. Et le top sur les actions. La différence ici, c'est que la question entre corrélation obligation action, c'est une question très importante. Et c'est pas si évident que ça. En fait, on peut penser que les bonds vont être achetés, investis quand on est dans une peur, parce que c'est l'investissement sûr, on veut de la sécurité, on vend des actions, on achète des bonds, et du coup il y a une corrélation qui est inverse entre les deux trucs, donc c'est un peu ce qu'on voit ici de manière générale, avec cette notion de temporalité. Sauf
Cependant, en fait, on voit que ces phénomènes-là sont influencés par l'inflation. Parce que l'inflation change un peu tout. Parce que l'inflation, en fait, avec l'inflation, vos obligations, vos bonds, ils sont découpés en valeur. Et c'est le but aussi de créer l'inflation pour réduire la dette et la valeur nominale à rembourser. Enfin, la valeur réelle à rembourser plutôt. Et du coup, en fait, quand l'inflation est élevée, ça fait aucun sens de mettre de l'argent dans des bonds. Et du coup, bah en fait, ça montre un peu par rapport à l'inflation sur 10 ans, la corrélation entre les actions et les bonds sur les 24 mois glissants. Et en fait, on voit que donc au-dessus de 0, c'est-à-dire que les actions et les obligations sont corrélées. En dessous de 0, c'est-à-dire que les actions et les bonds sont décorrélés. Et en fait, on voit qu'au-dessus de 3% d'inflation, bonds et actions sont corrélés. Donc 3%, c'est un peu la limite de ce phénomène de dire « Ah, je vends mes actions pour acheter des bonds, pour être plus tranquille. » Ou si je veux du risque, je fais l'inverse. Je vends mes bonds et je vends des actions. Voilà. Donc, et là, on est dans un environnement où on n'est pas sur 10 ans trailing, quoi, d'inflation à plus de 3%, hein. On est encore sur 10 ans, sur les 10 dernières années, je dirais vers 2%. Mais sur un an, on est à 8%. Donc on est dans cette zone-là. Et je pense que du coup, peut-être on peut observer, mais peut-être ça traîne d'ensemble depuis ce moment. Est-ce que c'est le cas? Donc depuis l'inflation qui est un peu élevée, c'est un peu là, je crois. Et je crois que c'est, oui, je crois que c'est le cas, parce qu'en fait, donc du coup, le taux d'intérêt sur le 10 ans diminue globalement. Attends. Non, voilà. Le S&P en orange chute globalement. Le taux d'intérêt sur le 10 ans augmente, donc c'est-à-dire que les bonds chutent aussi. Donc depuis, un peu bizarre parce que là, je parle de taux, mais là, depuis ça, c'est un peu corrélé. Alors qu'avant, on avait tendance à avoir une décorrélation. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu costaud, je sais. Mais on a les éléments long terme, les éléments court terme, les éléments de dérivés, la macro, économie, la politique monétaire. Donc c'est assez complet, ma foi. Avec cette prochaine semaine en mode un peu danger pour moi. Et le pivot là avec 45 000 clés pour la zone, pour la continuation haussière, mais je serai pas en fait rassuré, tranquille, tant qu'on n'est pas venu tester ici en fait. Pour moi, j'ai un peu l'impression que si ici on amorce une remontée à 45 000 et qu'on est de nouveau rejeté, Bitcoin en tout cas, bon, je sais pas si, voilà, au niveau du sentiment, il y avait beaucoup de gens qui seraient prêts à acheter là, ils se diraient, bon, on va vraiment acheter, blablabla, et donc, puis au niveau du technique aussi, je vois pas trop, si on monte à 45 000, pas trop, ça peut faire ça, et voilà. Mais ça, faut absolument que ça tienne, que les signaux dont je parlais plus tôt rentrent. Voilà. Donc attention la semaine qui arrive. Je vous laisse sur cela.
Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end de Pâques. Peu importe sa religion, son opinion sur la religion. C'est la fête de la vie sur la mort, en tout cas selon certains. Mais quoi qu'il en soit, c'est le printemps, la fête du printemps, la renaissance, la liberté, la période de renouveau. Donc espérons que ça se concrétise pour chacun, également sur les marchés, et peut-être une petite frayeur à venir, on verra. Mais il y a un bon potentiel, si les éléments dont je parlais montrent, il y a un bon potentiel pour cette année. That's it. Ciao, ciao. Et likez, suivez si vous avez apprécié la vidéo. J'en ferai peut-être plus souvent s'il y a de l'engouement. Voilà, à bientôt, salut!